L'odeur de pain du produit de nettoyage se mêle à celle de la terre mouillée du jardin, tandis que Sophie Castellier passe le chiffon sur la dernière fenêtre du deuxième étage. Ses mains, marquées par 3 années à nettoyer le manoir Montero, se meuvent avec une précision presque automatique, tandis que son esprit vagabonde vers les courses. Il faut acheter des pâtes et des haricots verts, et la paie ne tombe que vendredi. Depuis le rez-de-chaussée, elle entend les petits pas feutrés d'Antoine, traînant ses chaussons dans le couloir en marbre. L'enfant ne court jamais, ne crie jamais. Depuis que sa mère est décédée, il y a 2 ans, il murmure à peine quand c'est absolument nécessaire. Sophie descend l'escalier avec son seau à la main et trouve Antoine assis par terre dans la cuisine, serrant fort son cartable contre lui. Ses yeux sont fermés et ses joues constellées de larmes. Elle pose le seau délicatement pour ne pas l'effrayer et s'agenouille à 1 mètre de distance, exactement comme la thérapeute le lui a appris, respecter son espace jusqu'à ce qu'il l'offre. « Tu aimerais des petits gâteaux avec du lait, mon champion ?» demande Sophie, avec une voix douce comme du velours. Antoine ouvre les yeux, la regarde fixement pendant 5 secondes éternelles, puis tend sa petite main droite. Sophie s'approche doucement, prend cette main petite et froide, et sent le pouls accéléré de l'enfant sous ses doigts. Pendant qu'elle fait chauffer le lait, Antoine monte sur la chaise haute près de l'îlot central de la cuisine et sort de son cartable un dessin tout froissé, 2 petites silhouettes se tenant la main sous un soleil jaune énorme. Sophie reconnaît le tablier à petites fleurs qu'elle porte sur l'un des personnages. « Qu'il est beau ton dessin !» dit-elle, arrangeant le papier sur le marbre. Antoine montre le dessin du doigt. Puis elle, répétant le geste 3 fois, jusqu'à ce que Sophie comprenne. Il veut qu'elle le colle sur le réfrigérateur. Quand elle le fait, en utilisant un aimant en forme de papillon. L'enfant sourit à peine. C'est un sourire timide, incomplet, mais il existe. Sophie sent un nœud dans sa gorge qui n'a rien à voir avec la vapeur du lait. Le téléphone de la maison sonne avec la sonnerie ancienne que M. Édouard n'a jamais changée. Sophie répond avec formalité professionnelle « Manoir Montero, bonjour ». C'est la secrétaire de M. Édouard qui l'informe que son vol depuis la Suisse a été avancé. Il arrivera ce soir au lieu de jeudi. Sophie sent une petite pointe de panique. Les vêtements de monsieur ne sont pas repassés. Le frigo ne contient que les restes du week-end. Et Antoine n'a pas encore terminé ses devoirs de mathématiques. Elle note les instructions en petits caractères sur le bloc-notes à côté du téléphone, tandis qu'Antoine boit son lait à petites gorgées, l'observant avec ses yeux marrons qui semblent comprendre plus que ne le devrait un enfant de 7 ans. Quand elle raccroche, Antoine a déjà fini ses gâteaux et a du chocolat au coin des lèvres. Sophie humidifie une serviette et s'approche. L'enfant ne recule pas. Il la laisse lui nettoyer le visage avec ses gestes maternels qu'elle a appris il y a 15 ans avec Théo, son fils, avant que la vie ne se fragmente en morceaux qu'elle n'a jamais pu recoller correctement. « Ton papa rentre aujourd'hui », dit Sophie, rangeant la serviette sale dans la poche de son tablier. Antoine hoche la tête une fois, lentement, puis demande d'une voix si basse que Sophie l'entend à peine. « Tu pars, Sophie ?» Sophie se fige. « Non, mon amour, je ne vais nulle part. Mardi, 21h15, Neuilly-sur-Seine, Paris. » La clé tourne dans la serrure principale avec un clic métallique qui résonne dans le vestibule vide. Sophie est en train de terminer de plier la dernière chemise de M. Édouard dans la buanderie quand elle entend le bruit de la valise roulant sur le marbre. Elle s'essuie les mains sur son tablier et sort dans le couloir juste au moment où M. Édouard Montero franchit le seuil. Il a l'air plus mince qu'il y a 2 semaines, avec une barbe plus longue et des cernes profonds que le bronzage suisse ne parvient pas à dissimuler. « Bonsoir, Monsieur Édouard », salue Sophie, gardant la distance appropriée d'employé à patron. Monsieur Édouard lève la main dans un geste fatigué qui pourrait signifier « salut » ou « reddition ». « Antoine dort déjà ?» demande-t-il, desserrant sa cravate tandis qu'il pose son manteau sur le dossier du fauteuil. Sophie hoche la tête. « Il y a 1 heure, je lui ai lu une histoire jusqu'à ce qu'il ferme les yeux.
Monsieur Édouard s'arrête à mi-chemin vers l'escalier et se retourne pour la regarder. Vous lui avez lu? Il y a quelque chose d'étrange dans son ton, comme si elle avait dit quelque chose d'interdit. Sophie sent la chaleur lui monter au visage. Seulement, s'il le demande, la thérapeute a dit que des routines stables aident à... Monsieur Édouard l'interrompt d'un geste de la main. C'est bon, Sophie, c'est bon. Mais son expression contredit ses mots. Il a l'air confus, peut-être perturbé, comme quelqu'un qui rentre chez lui et trouve les meubles réarrangés. Monsieur Édouard monte l'escalier sans faire de bruit, et Sophie reste dans le vestibule, tortillant le bord de son tablier entre ses doigts. Elle l'entend ouvrir la porte de la chambre d'Antoine avec ce grincement qu'il n'a jamais pris la peine de graisser. 5 minutes passent, 10. Sophie devrait déjà être partie. Son service est terminé depuis 2 heures, mais quelque chose la retient là, debout sous le lustre en cristal qu'elle nettoie chaque lundi. Quand Monsieur Édouard finit par descendre, il tient dans ses mains un t-shirt d'Antoine tout froissé et un verre d'eau à moitié bu. Il s'assoit sur la 2e marche, comme si ses jambes l'avaient lâché soudainement. Il serrait quelque chose dans ses bras en dormant, dit Monsieur Édouard, sans la regarder. Votre tablier, celui avec les dessins, Sophie déglutit. Je le lui ai prêté il y a quelques mois. Il avait été mouillé avec du jus et je n'ai pas pensé que c'était important. Monsieur Édouard lève les yeux vers elle et Sophie voit quelque chose se fracturer dans son regard. Soulagement, peur, ressentiment. Quoi d'autre n'avez-vous pas pensé qui était important, Sophie? La question n'est pas une accusation, mais elle fait mal quand même. Sophie serre les poings dans les poches de son tablier. Il m'appelle Maman Poule, parfois. Quand il est très fatigué ou effrayé, j'essaie de le corriger. Mais le docteur Dubois a dit... Monsieur Édouard se lève brusquement. Le docteur Dubois est au courant? Depuis combien de temps? Sophie recule d'un pas instinctivement. 6 mois. Il a dit de ne pas le traumatiser en le contredisant, de le laisser traverser son deuil à sa manière. Monsieur Édouard passe sa main dans ses cheveux avec désespoir. 6 mois. Il répète le chiffre comme si c'était une sentence. 6 mois pendant lesquels mon fils a construit un fantasme. Et moi en Suisse, à négocier des contrats pendant que... Il s'interrompt, marchant en petit cercle dans le vestibule. Sophie sent l'envie de fuir, de prendre son sac et de disparaître dans la nuit humide de Paris. Mais il y a quelque chose dans le dos voûté de Monsieur Édouard, dans la façon dont il se tient la nuque, comme si porter sa propre tête lui faisait mal, qui cloue Sophie sur place. « Je suis désolé », dit Sophie finalement, et l'excuse sonne creux. Même à ses propres oreilles, Monsieur Édouard s'arrête devant la fenêtre qui donne sur le jardin. « Vous aussi, vous avez perdu quelqu'un » demande-t-il sans se retourner. Sophie sent l'air quitter ses poumons. « Mon fils. Il n'est pas mort, mais je l'ai perdu, tout autant. » Édouard acquiesce lentement, comme si cette réponse expliquait tout et rien à la fois. « Je ne vais pas vous renvoyer, Sophie, mais j'ai besoin de comprendre. Ce qui se passe dans ce manoir, quand je ne suis pas là, elle hoche la tête, même s'il ne peut pas la voir, tandis qu'elle prend son châle au porte-manteau et sort dans la nuit tiède de mars. Sophie se demande si comprendre sera suffisant, ou si certaines vérités n'ouvrent que des blessures plus grandes. Mercredi, 14h30, cabinet Pédipsy, Neuilly-sur-Seine, Paris, le cabinet du docteur Dubois, sans les crayons de couleur, et l'anxiété réprimée. Sophie est assise sur une petite chaise, trop petite pour son corps, avec les genoux touchant presque son menton, tandis que Monsieur Édouard occupe le seul fauteuil adulte, face au bureau du thérapeute. Théo dessine sur le sol, traçant des cercles concentriques avec un feutre rouge qui crisse contre le papier. Le docteur Dubois, un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et une expression perpétuellement sereine, joint le bout de ses doigts, tout en observant l'enfant. À quelle fréquence observe-t-on ces épisodes d'attachement envers Sophie? Demande-t-il. Sa voix neutre comme de l'eau distillée. Édouard se penche en avant, les coudes appuyés sur les genoux. Elle dit que ça a commencé il y a 6 mois. Je l'ai appris hier soir. Le docteur Dubois acquiesce sans juger, mais Sophie sent le poids de cette information, comme des pierres dans ses poches. Durant nos séances,
Théo mentionne « maman poule » avec une fréquence croissante, explique le psychologue, en feuilletant son carnet. J'ai supposé qu'il avait progressé dans son deuil. Il ne m'a pas spécifié. À qui il se référait? Édouard expire avec force. Alors nous avons tous fonctionné sur des suppositions erronées. Sophie s'enfonce davantage dans la chaise, ridiculement petite. Théo arrête de dessiner et se tourne pour la regarder, comme s'il sentait son malaise. À travers les murs, ce n'était pas une erreur, intervient Sophie, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. C'était de la survie. Théo avait besoin d'une figure maternelle, et j'étais là. Monsieur Édouard se tourne vers elle, avec une expression impénétrable. « Et de quoi aviez-vous besoin, vous, Sophie ?» La question la désarme complètement. Le docteur Dubois enlève ses lunettes et les nettoie avec un mouchoir bleu, leur laissant de l'espace pour l'attention, qui remplit le cabinet comme de la fumée. Sophie regarde ses mains calleuses, les ongles courts et inégaux, les veines marquées par des années de travail physique. « J'avais besoin de ne pas échouer encore », admet-elle finalement. Et les mots sortent, comme des fragments de verre. Le docteur Dubois remet ses lunettes. Théo n'est pas confus. Sur qui est sa mère biologique? Il sait qu'elle est morte. Ce qu'il a construit avec Sophie est un lien d'attachement sûr, dans un cadre de réalité adapté. Monsieur Édouard fronce les sourcils. Qu'est-ce que ça signifie en termes simples? Le psychologue montre les dessins sur le sol, des cercles rouges, l'un dans l'autre, comme des ondes qui s'étendent. Ça signifie que Théo a trouvé une façon d'aller de l'avant, sans nier sa douleur. Sophie est devenue une figure transitionnelle sûre. Monsieur Édouard se frotte les yeux avec fatigue. Et si elle part? Si elle démissionne ou trouve un autre travail? Le silence qui suit est si dense que Sophie entend le bourdonnement de la climatisation. Théo laisse tomber le feutre et marche vers Sophie, d'un pas décidé. Il grimpe sur ses genoux sans demander la permission, cale sa tête contre sa poitrine et ferme les yeux. Sophie entoure automatiquement l'enfant de ses bras, ses mains grandes et usées, formant un cercle protecteur. Monsieur Édouard observe la scène, avec une expression que Sophie ne sait pas interpréter. Résignation, gratitude, perte. Le docteur Dubois prend une note dans son carnet. « Je crois que vous avez déjà votre réponse, monsieur Édouard. La question maintenant est, qu'allez-vous en faire ?» Sophie sent le poids de Théo contre son corps, le rythme de sa respiration se synchronisant avec la sienne, et elle se rend compte qu'elle tient non seulement un enfant, mais aussi tous ses propres fantômes de maternité ratée. Que feriez-vous si vous aviez une seconde chance d'être ce que vous n'avez pas pu être? Vendredi, 10h15, Manoir Montero, Neuilly-sur-Seine, Paris. La lumière du matin entre de biais par les persiennes du bureau de monsieur Édouard, projetant des bandes dorées sur le bureau en acajou où il a déployé 6 mois d'enregistrement de sécurité. Sophie est debout près de la porte, les mains entrelacées, devant son tablier à petites fleurs, observant comment il navigue dans des archives numériques, avec une expression concentrée. Il ne lui a pas demandé de s'asseoir. « Ici », dit monsieur Édouard. Arrêtant la reproduction, à une date d'octobre dernier, sur l'écran, Sophie est dans le jardin avec Théo, lui apprenant à respirer, avec les mains sur l'abdomen. L'enfant a le visage rouge d'avoir tant pleuré, mais il suit ses instructions. Avec le désespoir d'un naufragé, monsieur Édouard augmente le volume. La voix de Sophie sonne déformée par les haut-parleurs bon marché, mais les mots sont clairs. « Inspire en comptant jusqu'à 4, mon ange. Comme ça. Ou comme moi ?» Théo obéit, ses petites épaules, montant et descendant, tandis que Sophie compte, avec le rythme d'une berceuse. « Sa mère chantait ça, » dit monsieur Édouard, sans quitter l'écran des yeux. Une berceuse que sa grand-mère lui a apprise. Sophie sent un frisson lui parcourir le dos. « Je ne savais pas. Théo me l'a apprise. » Monsieur Édouard met la vidéo en pause et se tourne vers elle. Son visage mêlant étonnement à quelque chose de plus sombre. « Théo vous a appris la chanson de sa mère décédée ?» Sophie hoche la tête lentement. « Il y a 4 mois.
Il la fredonnait dans sa chambre, pendant un orage. J'ai demandé ce que c'était, et il m'a fait la répéter jusqu'à ce que je l'apprenne. Monsieur Édouard se frotte la mâchoire, le son rêche de la barbe non rasée, emplissant le silence. « Il y a plus », dit-il, ouvrant un autre fichier. Cette fois, c'est une vidéo de la salle à manger, datée de décembre. Sophie aide Théo, avec ses devoirs de mathématiques, leur tête inclinée sur le cahier, avec une complicité de conspirateurs. Quand Lucas résout un problème, elle lui tape dans la main, avec un enthousiasme exagéré. L'enfant rit. C'est un rire silencieux, presque muet, mais indubitable. Monsieur Édouard fige l'image à ce moment précis. Lucas, la bouche ouverte dans un rire. Sophie, les yeux brillants de fierté. Je ne l'ai pas entendu rire comme ça. Depuis que sa mère, Monsieur Édouard, n'achève pas sa phrase. Il ferme l'ordinateur, avec plus de force qu'il n'est nécessaire. Sophie sent l'impulsion de se défendre, d'expliquer qu'elle n'a jamais cherché à remplacer qui que ce soit, qu'elle ne faisait que son travail. Mais les mots restent bloqués, quelque part entre sa poitrine et sa gorge. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demande Monsieur Édouard finalement, sa voix à peine un murmure. « Parce que j'avais peur », répond Sophie avec une honnêteté brutale. « Peur que tu me renvoies, que tu me retires. » Elle s'interrompt, mais il est trop tard. L'aveu est déjà là, suspendu dans l'air comme du linge mouillé. Monsieur Édouard se lève et marche vers la fenêtre qui donne sur le jardin où Lucas joue maintenant avec une nounou temporaire. « Ma belle-sœur arrive demain de Marseille, » dit-il sans se retourner. « Béatrice, elle veut te rencontrer. » Sophie a l'impression que le monde vacille légèrement. Elle connaît ce nom. C'est la sœur de la défunte épouse de Monsieur Édouard, avocate, de celle qui travaille dans de grandes entreprises, celle qui envoie des lettres recommandées exigeant des rapports sur l'éducation de Lucas. Pourquoi veut-elle me rencontrer? Monsieur Édouard finit par se retourner, et il y a quelque chose dans ses yeux qui ressemble à des excuses anticipées. Parce qu'elle va demander la garde de Lucas. Et toi, Sophie, tu fais maintenant partie des preuves. Samedi, 16h, Manoir Montero, dans le salon principal. Béatrice Montero a cette élégance qui s'achète avec des billets verts et se maintient avec un mépris très bien calculé. Elle porte un tailleur couleur ivoire qui coûte srement plus de 3 mois de salaire de Sophie, et son parfum, quelque chose entre le jasmin et l'autoritarisme. Embaume le salon depuis qu'elle est entrée. Il y a 20 minutes. Sophie est assise au bord du canapé individuel, les mains serrées sur ses genoux, tandis que Béatrice l'observe, comme un entomologiste examinant un insecte rare. Monsieur Édouard sert du café dans des tasses en porcelaine, de celles qu'on n'utilise jamais, et le cliquetis des cuillères contre la céramique résonne comme des sonnettes d'alarme. « Alors, vous êtes la fameuse Sophie », dit Béatrice, et croisant les jambes avec une précision chirurgicale. « Monsieur Édouard m'a raconté quelle situation intéressante. » Sophie avale sa salive. « Je m'occupe juste de Lucas. » « Madame. » Béatrice sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux gris. « S'occuper ? Quelle façon étrange de le dire. » Elle prend une gorgée de café, sans quitter Sophie des yeux. « Mon neveu vous appelle Maman Poule. Cela fait aussi partie de vos responsabilités, de femme de ménage. » Monsieur Édouard pose sa tasse avec un bruit sec. « Béatrice, on a déjà discuté de ça. Le thérapeute de Lucas considère que... » Béatrice l'interrompt, d'un geste de la main, orné de bijoux. « Le docteur Dubois est un professionnel compétent. Mais les juges aux affaires familiales ne font pas toujours confiance aux thérapeutes complaisants. » Sophie sent la chaleur lui monter au cou. « Je n'ai jamais demandé à Lucas de m'appeler comme ça. Il a commencé de lui-même. » Béatrice incline la tête avec un intérêt fin. « Et vous ne l'avez jamais corrigé? Vous ne lui avez jamais dit « Non, Lucas, je ne suis pas ta mère ?» Le silence qui suit est sa propre réponse. Béatrice acquiesce satisfaite, comme une avocate, qui vient d'obtenir l'aveu clé, exactement ce que je pensais. Monsieur Édouard se lève, les mains dans ses poches, la tension visible dans la ligne de ses épaules. « Où veux-tu en venir avec ça ?» Béatrice pose sa tasse de café sur la petite table avec une précision théâtrale,
au fait que ma sœur est décédée il y a 2 ans et que son fils est élevé par une employée qui joue à être sa mère. Cela s'appelle de la négligence émotionnelle. Monsieur Édouard. Monsieur Édouard s'approche de la fenêtre, la mâchoire serrée. Lucas va mieux que jamais. Il parle plus. Il dort mieux. Ses notes se sont améliorées. Béatrice sort de son sac. Un dossier couleur manille. J'ai ici des évaluations psychiatriques qui disent le contraire. Mutisme sélectif, sans traitement approprié, attachement dysfonctionnel envers une figure maternelle substitutive, inapproprié. Sophie sent quelque chose se briser en elle. Inapproprié, répète-t-elle, sa voix à peine audible. Béatrice la regarde enfin directement. Vous avez des enfants, Sophie. La question est comme un scalpel. Sophie met 3 secondes à répondre. J'en ai eu un, il ne vit plus avec moi. Béatrice feuillette son dossier avec un désintérêt fin. Ah oui, Théo Castellanos, vous avez perdu sa garde en 2018. Pourquoi était-ce négligence, n'est-ce pas? Sophie se lève brusquement, les jambes tremblantes. Vous n'avez pas le droit de... Béatrice ferme le dossier avec un claquement sec. J'ai tout le droit, surtout quand une femme qui a perdu son propre enfant, par négligence, élève maintenant le mien. Monsieur Édouard s'interpose entre les 2 femmes. Ça suffit, Béatrice. Tu es venue ici pour évaluer la situation, pas pour détruire mon employé. Béatrice range le dossier dans son sac, avec des mouvements lents et délibérés. Je ne détruis rien, monsieur Édouard. Je protège mon neveu. Elle se lève, lisse les plis imaginaires de son tailleur. Je déposerai la demande de garde lundi. Je suggère que vous prépariez votre défense. Et je suggère, elle regarde Sophie, avec quelque chose qui pourrait être de la pitié ou du mépris, que vous trouviez un autre travail, où votre passé ne hante pas des enfants innocents. Sophie quitte le salon, avant que les larmes ne commencent à couler. Elle traverse le hall à pas rapides, presque en courant, et ne s'arrête qu'en arrivant aux toilettes de service, près de la cuisine. Elle ferme la porte à clé et se laisse glisser contre le sol froid en carrelage. Serrant ses genoux contre sa poitrine, elle entend des voix qui s'élèvent dans le salon. Monsieur Édouard et Béatrice qui se disputent, en Suisse, vite et furieux. Mais elle ne peut pas déchiffrer les mots, au-dessus du son de sa propre respiration accélérée. Elle regarde ses mains qui nettoient, qui cuisinent, qui caressent la tête de Lucas quand il fait des cauchemars. Ses mains qui ont autrefois tenu Théo bébé, et qui ne tiennent plus que de la culpabilité. Elle se demande si Béatrice a raison, si elle est du poison déguisé en remède, si la seule chose qu'elle sait faire, c'est perdre les enfants des autres, parce qu'elle a déjà perdu le sien. Dimanche, 8h30 du matin, parc de Neuilly, à Paris. La brume matinale flotte encore sur le lac, lorsque monsieur Édouard retrouve Sophie, assise sur un banc, le long du sentier des joggeurs. Sophie ne s'attendait pas à le voir là. Elle lui avait envoyé un message, disant qu'elle avait besoin de réfléchir, qu'elle devrait peut-être démissionner, avant que les choses n'empirent. Mais il est là, en jean et un sweatshirt gris, tenant 2 gobelets de café en carton, et ressemblant à quelqu'un qui a aussi peu dormi qu'elle. Il s'assoit sans demander la permission, dépose un café devant Sophie, et observe les canards plongés dans l'eau trouble. « Béatrice a engagé un détective privé, dit-il sans préambule. Il a des photos de toi avec Théo au parc, au marché, à l'école, en dehors de tes heures de travail. » Sophie prend le café, même si elle n'en a pas envie. C'est tiède et trop sucré. « Je le récupère quand tu es en retard. Je l'aide avec ses devoirs quand la nounou n'est pas disponible. Je ne pensais pas que... » Monsieur Édouard l'interrompt avec douceur. « Je ne t'accuse pas, je t'explique contre quoi nous nous battons. » Sophie se tourne vers lui. « Nous... » Monsieur Édouard acquiesce, toujours en regardant le lac. « Béatrice ne veut pas seulement la garde de Théo, elle veut me discréditer en tant que père. Elle dit que je privilégie le travail à mon fils, que j'ai délégué son éducation à une employée avec des antécédents douteux. » Sophie ressent la honte comme un acide. « Alors elle a raison. Je suis le problème. » Monsieur Édouard la regarde enfin. « Tu es la raison pour laquelle mon fils a recommencé à parler, pour laquelle il rit de nouveau.
pour laquelle il ne se réveille plus en hurlant toutes les nuits, Sophie secoue la tête. Cela n'aura pas d'importance devant un tribunal. Béatrice a des preuves, des ressources, de la crédibilité. Moi, j'ai... Elle s'interrompt, cherchant le mot juste. Rien. Monsieur Édouard boit son café lentement. C'est pourquoi je dois te proposer quelque chose. Et j'ai besoin que tu écoutes, avant de dire non. Sophie sent un nœud se former dans son estomac. L'air sent la terre mouillée et les conséquences imminentes. Daniela déposera sa demande demain, continue Monsieur Édouard. Le juge ordonnera une évaluation du domicile, des entretiens, des inspections. Je dois prouver que Théo est dans un environnement stable, avec des figures parentales cohérentes. Sophie fronce les sourcils. Mais tu es son père. Cela devrait suffire. Monsieur Édouard se frotte la nuque. Je suis un père veuf, qui voyage pour le travail 2 semaines par mois. Sur le papier, Daniela a le meilleur argument. Famille stable, travail local. Pas d'employés confuses élevant l'enfant. Sophie ressent les mots comme des gifles. Qu'est-ce que tu suggères, Monsieur Édouard? Monsieur Édouard se tourne complètement vers elle. Son expression est un mélange de désespoir et de calcul. Que nous fassions semblant d'être fiancés. Seulement pendant l'évaluation judiciaire, 3, peut-être 4 mois. Sophie s'étouffe avec le café. Quoi? Monsieur Édouard parle vite maintenant, comme s'il craignait de perdre son courage. Pense-y, Sophie. Théo t'appelle déjà maman poule. Si nous présentons une relation sérieuse, prévoyant de nous marier, cela neutralise l'argument de Daniela sur un environnement instable. Cela prouve que tu n'es pas seulement une employée, mais une partie légitime de la famille. Sophie se lève brusquement, renversant du café sur la pelouse. C'est un faux témoignage. Mentir à un juge. Nous pourrions perdre Théo permanentement si on le découvre. On ne le découvrira pas, interrompt Monsieur Édouard, se levant également. Nous serons prudents. Des photos ensemble, des sorties en famille, une histoire cohérente sur la façon dont la relation a commencé. Sophie recule d'un pas. C'est de la folie, Monsieur Édouard. Monsieur Édouard s'approche, sa voix basse et urgente. C'est de la survie. Daniela a déjà sa stratégie. Nous avons besoin de la nôtre. Sophie regarde vers la fontaine du jardin, où les canards nagent en cercle sans but apparent. Elle pense à Théo serrant son tablier à petites fleurs contre lui pendant qu'il dort. Elle pense à Antoine, son fils perdu, le vide qu'elle n'a jamais pu combler. Elle pense à toutes les façons dont la vie lui a donné des secondes chances, déguisées en pièges. Si nous faisons ça, dit Sophie finalement, sans le regarder, et que nous perdons quand même, j'irai en prison. Monsieur Édouard ne le nie pas. Je sais. Sophie se tourne vers lui. Et si nous gagnons? Que se passe-t-il après? Continuons-nous avec le mensonge indéfiniment? Monsieur Édouard reste silencieux pendant longtemps. Quand il parle, sa voix sonne vaincue. Je ne sais pas, Sophie. Je sais seulement que sans toi, Théo se referme à nouveau, et c'est quelque chose que je ne peux pas permettre. Sophie ferme les yeux, sentant le soleil tiède du matin sur son visage. Quand elle les ouvre, elle a déjà pris sa décision. D'accord, dit-elle, et les mots ont un goût de résignation. Faisons-le. Jeudi, 19h40. Restaurant Bellini, Naples, Paris. Les lumières de la ville scintillent à 20 étages plus bas, tandis que Sophie coupe son steak, avec la maladresse de quelqu'un qui mange dans ce genre d'endroit pour la première fois. Monsieur Édouard l'a emmené ici pour qu'on nous voie ensemble. Selon le plan, déjà 3 employés du restaurant l'ont salué par son nom, 2 serveurs qui ont demandé s'il célébrait quelque chose de spécial, et un homme d'affaires de la table voisine qui a levé son verre en signe de complicité. Sophie porte la robe noire que Monsieur Édouard lui a achetée hier, trop élégante, trop chère, et des chaussures qui lui serrent les orteils. Elle se sent déguisée en quelqu'un qu'elle n'est pas. Monsieur Édouard lui sourit avec un naturel étudié. Mais Sophie remarque comment ses doigts tapotent nerveusement contre la nappe. « Détends-toi » murmure-t-il au-dessus du vin. On dirait 2 étrangers obligés de dîner. Sophie lâche un rire sans humour. Nous sommes 2 étrangers obligés de dîner, sauf que maintenant avec une bague.
Elle regarde sa main gauche où brille le solitaire en or blanc que M. Édouard a sorti hier d'un coffre-fort. Il appartenait à sa grand-mère, expliqua-t-il. Daniela ne le voudrait jamais, car elle préfère les diamants plus voyants. Sophie déteste à quel point il lui va parfaitement. Monsieur Édouard atteint sa main au-dessus de la table dans un geste répété. Quelqu'un du cabinet de Daniela est au bar. Il nous observe. Sophie ne se retourne pas. Comment le sais-tu? Monsieur Édouard serre sa main doucement. Parce que moi, je ferai la même chose. Sophie oblige ses muscles à se détendre, à se pencher légèrement vers Monsieur Édouard, comme s'il partageait des confidences d'amoureux. « C'est bon comme ça ?» demande-t-elle à voix basse. Monsieur Édouard acquiesce, son pouce caressant distraitement le dos de sa main. Le geste semble trop intime, trop réel. Sophie se demande s'il joue la comédie ou s'il y a autre chose qui se trame sous la surface de ce théâtre. « Raconte-moi quelque chose de vrai, » dit Monsieur Édouard soudainement. « Quelque chose que Daniela ne pourra pas trouver dans les rapports des détectives ?» Sophie fronce les sourcils. « Pourquoi, Monsieur Édouard ?» Monsieur Édouard hausse les épaules. « Parce que, si nous devons mentir sur le fait d'être amoureux, au moins devrions-nous nous connaître vraiment. » Sophie boit du vin pour gagner du temps. Le liquide est amer et cher. « Mon fils Julien aura 15 ans en juin, » dit-elle finalement. Il ne m'a pas répondu depuis 2 ans. Sa grand-mère lui a monté la tête avec des mensonges à mon sujet, que je l'ai abandonné, que j'ai préféré travailler plutôt que de m'occuper de lui, que je suis une mauvaise mère. Monsieur Édouard écoute sans interrompre, son expression neutre, mais attentive. La vérité est que je faisais les 2-8 à l'usine pour payer le loyer après la mort de son père. Un soir, je suis rentré à la maison et il s'était coupé accidentellement en cuisinant. Ma belle-mère a utilisé ça comme preuve de négligence. Le juge lui a donné la garde. Sophie sent la gorge se serrer. Je n'ai pas abandonné mon fils. La vie me l'a pris. De toute façon, Monsieur Édouard serre sa main plus fort. Théo a de la chance de t'avoir, Sophie. Sophie secoue la tête. Théo mérite quelque chose de mieux qu'une mère empruntée, qui se cache derrière des mensonges légaux. Monsieur Édouard ouvre la bouche pour répondre. Mais un serveur s'approche avec un dessert offert par la maison, un gâteau au chocolat avec une bougie allumée et un message en chocolat blanc. Heureux fiançailles. Sophie a la nausée. Monsieur Édouard remercie le serveur avec un sourire parfait, puis se penche vers Sophie. « Tu dois souffler la bougie, » murmure-t-il. Ils filment avec leur portable. Sophie repère 3 téléphones levés sur les tables voisines. Elle se penche sur le gâteau, ferme les yeux et souffle. Quand elle ouvre les yeux, Monsieur Édouard la regarde avec une expression qu'elle ne sait pas déchiffrer. « Fais un vœu, » dit-il doucement. Sophie sent le poids de la bague à son doigt. « Je souhaite que ça se termine sans tous nous détruire, » répond-elle. Et elle n'est pas sûre si c'est un vœu ou une prophétie. Monsieur Édouard coupe le gâteau avec 2 fourchettes, lui en passe une et il trinque avec du chocolat au lieu de champagne. Sophie mange machinalement, savourant la douceur qui a le goût de la culpabilité. Autour d'elle, les clients reprennent leur conversation privée. Le moment de la représentation est passé. Mais Sophie sent que quelque chose a changé à cette table, à une 20aine d'étages au-dessus de Paris. Quelque chose qui n'était pas dans le plan, quelque chose de dangereux, que ni l'un ni l'autre ne peut nommer encore. Mardi, 15h30, tribunal de la famille. Docteur Lavista, Paris. La salle d'attente du tribunal 12 sent le papier jauni et l'anxiété concentrée. Sophie est assise sur une chaise en plastique orange, les mains entrelacées sur ses genoux. Observant Monsieur Édouard réviser des documents avec son avocat, un homme d'une 50aine d'années, appelé Henri, qui porte un costume gris et une expression perpétuellement inquiète. Béatrice est arrivée il y a 10 minutes avec sa propre équipe juridique. 2 jeunes avocates et une assistante qui prend des notes sur une tablette électronique. Elle a adressé à Sophie un sourire courtois et vénéneux avant de s'asseoir à l'extrémité opposée de la salle. Maintenant, ils attendent que le juge Dubois les appelle pour l'audience préliminaire. Théo est avec le docteur Dubois, dans une salle d'évaluation séparée.
Sophie aimerait être là, avec lui tenant la main pendant qu'il répond aux questions d'étrangers sur sa vie, ses peurs, ses affections. Mais le protocole judiciaire ne permet pas aux parties impliquées de participer aux entretiens du mineur. Monsieur Édouard lui a expliqué cela 3 fois. Mais Sophie continue de sentir qu'elle devrait protéger l'enfant d'une manière ou d'une autre. Henri range ses documents et s'approche d'eux. Le juge Dubois est juste, mais strict, dit-il à voix basse. Il ne tolère pas les incohérences. S'il vous interroge sur la relation, vos histoires doivent coïncider parfaitement. Sophie sent une sueur froide dans la nuque. Monsieur Édouard lui prend la main automatiquement. Le geste déjà répété après 2 semaines de représentation publique. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, quand Sophie a commencé à travailler au manoir. Nous nous sommes rapprochés progressivement après la mort de ma femme. Nous avons officialisé la relation il y a 6 mois. Nous prévoyons de nous marier en décembre. Il récite les faits comme on mémorise des numéros de téléphone. Sophie acquiesce, répétant silencieusement la chronologie fabriquée. Henri leur pose plus de questions. Où a eu lieu le premier rendez-vous? Qui a demandé en mariage? Comment Théo a réagi? Et Sophie répond avec les mensonges peaufinés qu'ils ont pratiqués. Mais sa voix sonne creuse, même pour elle. La porte de la salle d'audience s'ouvre et une secrétaire judiciaire avec un dossier bleu les appelle. Sophie se lève, les jambes tremblantes. Monsieur Édouard maintient sa main dans la sienne pendant qu'ils marchent à l'intérieur. La salle est plus petite qu'elle ne l'avait imaginé. Un grand bureau à l'avant, des chaises pour les parties, sans estrade théâtrale comme dans les films. Le juge Dubois est un homme d'une 60aine d'années, avec une barbe grise soignée et un regard qui semble traverser les mensonges. Béatrice et ses avocates entrent derrière eux. Tous prennent place dans un silence assourdissant. Le juge révise des dossiers avec une expression neutre. Le bruit des pages qui sont tournées est la seule chose qui rompt la tension. « Monsieur Montero », commence le juge sans lever les yeux, « je comprends que votre belle-sœur sollicite la garde partagée de Théo Montero, en se basant sur des allégations de négligence émotionnelle et d'environnement instable. Comment répondez-vous » Monsieur Édouard se lève. « Mon fils est dans un environnement stable et aimant. Son thérapeute peut corroborer ses progrès significatifs au cours des derniers mois. » Le juge acquiesce. « J'ai lu le rapport du docteur Dubois. Il mentionne que Théo appelle Maman Poule votre employé de maison. Cela vous semble-t-il approprié ?» Sophie sent le sol se dérober sous ses pieds. Monsieur Édouard hésite une demi-seconde. « Sophie Castellanos n'est pas seulement mon employé. C'est ma fiancée. Nous allons nous marier en décembre. Théo la reconnaît comme une figure maternelle, parce que c'est ce qu'elle est pour notre famille. » Le juge lève finalement les yeux vers Sophie. « Mademoiselle Castellanos, avez-vous perdu la garde de votre propre fils en 2018 ?» Sophie sent tous les yeux se fixer sur elle. « Oui, monsieur. » Sa voix sonne étrangement ferme, mais pas pour abus ou négligence réelle. « Ma belle-mère a manipulé un incident mineur. » Le juge feuillette plus de papier. Selon le dossier, votre fils a subi une blessure alors qu'il était sous votre garde. Est-ce correct? Sophie serre les poings. Il s'est coupé en préparant de la nourriture. Il avait 12 ans. Je n'étais pas à la maison parce que je travaillais à nettoyer des bureaux jusqu'à minuit. Quand je suis arrivé, il avait déjà été emmené à l'hôpital par ma belle-mère, qui a porté plainte le jour suivant. Béatrice se penche vers une de ses avocates, lui chuchotant quelque chose. Le juge ignore l'interruption. « Gardez-vous contact avec votre fils, Théo. » Juliette sent des larmes la brûler, mais refuse de les laisser couler. Il ne répond pas à mes appels. Sa grand-mère lui a interdit de me voir. Le juge prend des notes pendant un long moment. « Monsieur Armand, étiez-vous au courant de cette situation lorsque vous avez entamé votre relation avec mademoiselle Juliette ?» Monsieur Armand acquiesce. « Oui, monsieur. Juliette a été honnête avec moi dès le début. Encore des mensonges, pense Juliette. Des couches et des couches de mensonges soutenant un château de cartes. Le juge referme le dossier. J'ordonne une évaluation du foyer dans 2 semaines. Un assistant social visitera votre résidence, interrogera l'enfant dans son environnement familial et émettra une recommandation. Jusqu'à nouvel ordre,
La garde temporaire reste confiée à Monsieur Armand. Il frappe du marteau une fois. L'audience est levée. Vendredi, 23h50. Manoir Armand, Neuilly-sur-Seine. Juliette est assise sur le sol de la chambre de Noé, le dos contre le mur, observant l'enfant dormir, serrant contre lui son tablier à petites fleurs pliées. La lumière du couloir projette des ombres allongées sur les murs décorés de dessins d'enfants et de posters de dinosaures. Monsieur Armand entre sans faire de bruit, apporte 2 bières et s'assoit à côté d'elle sur le sol. Il lui tend une bouteille sans demander si elle en veut. Juliette l'accepte. Ils boivent en silence pendant 5 minutes, écoutant la respiration douce et régulière de Noé. « Béatrice a engagé quelqu'un d'autre », dit Monsieur Armand finalement, sa voix à peine un murmure. Un enquêteur différent, plus agressif. Juliette boit sans se tourner vers lui. Qu'est-ce qu'il peut trouver qu'on n'ait pas déjà trouvé? Monsieur Armand fait tourner la bouteille entre ses mains. « Ton fils, Théo ?» Juliette se fige. « Qu'est-ce que Théo a à voir avec ça ?» Monsieur Armand soupire. « Béatrice veut le faire témoigner. Lui poser des questions sur toi en tant que mère. Utiliser son témoignage pour prouver que tu es inapté. » Juliette sent l'air quitter ses poumons. « Il me déteste. Il dirait n'importe quoi que sa grand-mère lui a appris à dire. » Monsieur Armand finit par la regarder. Et si on pouvait lui parler d'abord, avant que Béatrice ne le trouve, lui expliquer notre version? Juliette secoue la tête avec véhémence. « Non, je ne vais pas l'entraîner là-dedans. Je lui ai déjà fait assez de mal. » Monsieur Armand touche son épaule doucement. « Juliette, il a 15 ans, assez grand pour comprendre que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Peut-être. » Il s'interrompt. « Mais Juliette complète l'idée. Peut-être qu'il me pardonnera. Monsieur Armand, mon fils croit que je l'ai abandonné, que j'ai choisi de travailler au lieu de m'occuper de lui. Rien de ce que je dirai ne changera ça. » Monsieur Armand boit sa bière lentement. « Mon fils croit que sa petite maman est morte et que tu es ce qu'il a de plus proche d'une nouvelle mère. Est-ce que ça rend la situation moins compliquée? Non, mais on en est là de toute façon. » Juliette rit sans humour. « On en est là parce qu'on fait semblant. Rien de tout ça n'est réel. » Monsieur Armand garde le silence pendant si longtemps que Juliette pense qu'il ne va pas répondre. Quand il parle, sa voix sonne différemment. Pour Noé, c'est réel, et chaque jour qui passe, ça devient plus réel aussi pour moi. Juliette se tourne vers lui, brusquement. « Ne dis pas ça !» Monsieur Armand la regarde droit dans les yeux. « Pourquoi pas? Parce qu'admettre que c'est devenu plus qu'une stratégie juridique ruine le plan ?» Juliette se lève rapidement, la bouteille de bière oubliée sur le sol. « Parce que quand ce sera fini, quand on gagnera ou qu'on perdra, il faudra revenir à la réalité. Et la réalité, c'est que vous êtes mon employeur et que je suis la femme qui nettoie votre maison. » Monsieur Armand se lève aussi. « La réalité, c'est que tu es la personne qui a rendu sa voix à mon fils, qui le fait rire, qui reste éveillé à 2 heures du matin quand il fait des cauchemars. Ça, ce n'est pas de la comédie, Juliette. » Juliette recule d'un pas. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas confondre le faux avec le réel. J'ai déjà perdu un fils pour avoir été négligente avec les limites. » Monsieur Armand s'approche, doucement, comme il s'approcherait d'un animal blessé. « Tu n'as pas perdu Théo par négligence. On te l'a enlevé. Des personnes avec plus de pouvoir et moins de scrupules. » Juliette sent les larmes finalement couler, chaudes et humiliantes. « Et maintenant Béatrice va faire la même chose avec Noé, parce que je suis le maillon faible, l'employé au passé douteux qui a décidé de jouer à la mère une fois de plus. » Monsieur Armand prend son visage entre ses mains, l'obligeant à le regarder. « Tu ne joues pas. Tu es la mère que Noé a choisie. Et c'est plus réel que n'importe quel document légal. » Juliette se retire de son contact parce que c'est trop bon, trop dangereux. L'assistante sociale vient, mercredi. Si elle soupçonne quoi que ce soit, si elle découvre que c'est un mensonge, Noé va chez Béatrice et moi, je vais en prison. Tu comprends ça? Monsieur Armand acquiesce. Alors on a 5 jours pour s'assurer qu'elle ne soupçonne rien. Juliette essuie ses larmes avec le dos de la main. Et comment on fait ça? Encore des dîners publics?
Encore des baisers fins pour les photographes. Monsieur Armand s'approche à nouveau. Ou on pourrait arrêter de faire semblant. Juliette ouvre la bouche pour protester. Mais Monsieur Armand l'embrasse avant qu'elle ne puisse parler. Le baiser est doux au début, hésitant, comme une question qui attend la permission. Juliette se fige pendant 3 secondes, éternelle. Puis quelque chose se brise à l'intérieur d'elle. Une sorte de barrage retenant des mois de tension, de solitude et de désir enfoui, et elle rend le baiser avec la désespérance d'un naufragé. Les mains de Monsieur Armand s'emmêlent dans ses cheveux. Les siennes agrippent sa chemise, comme si c'était la seule chose là maintenant à flot. Quand ils se séparent, finalement, ils respirent tous les deux difficilement. Juliette touche ses lèvres avec des doigts tremblants. « C'est une erreur », murmure-t-elle. Monsieur Armand secoue la tête. « C'est la seule chose honnête qu'on ait faite depuis des semaines. » Juliette regarde vers la chambre où Noé dort, inconscient du chaos émotionnel des adultes. « Et si on gâche tout ?» demande-t-elle. Monsieur Armand prend sa main. « Et si c'est ça qui fait que tout fonctionne enfin ?» Mercredi, 10h du matin. Manoir Armand. Évaluation du foyer. L'assistante sociale, Dr Émilie Leclerc, est une femme d'une 40aine d'années, avec une serviette marron, un regard analytique et un parfum discret à la lavande. Elle passe 1 heure à parcourir la maison, prenant des notes, posant des questions apparemment anodines que Juliette sait ne rien avoir d'anodin. Maintenant, elles sont dans la cuisine pendant que Juliette prépare des sandwichs pour le déjeuner de Noé. Le docteur observe comment elle coupe les croûtes du pain, dispose le jambon en triangle parfait, ajoute le jus de raisin non dilué parce que c'est comme ça que l'enfant l'aime. « Depuis combien de temps connaissez-vous ses préférences ?» demande le docteur. Camille ne quitte pas son sandwich des yeux. 3 ans. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, le docteur prend des notes. Et quand la relation avec Monsieur Édouard est-elle passée de professionnelle à romantique, Camille sent le poids du mensonge sur sa langue. Il y a environ 6 mois, c'était progressif. Il n'y a pas eu de moment spécifique. Le docteur incline la tête. Mais il doit bien y avoir eu un moment où vous avez cessé d'être employeur-employé pour devenir un couple. Comment s'est faite cette transition? Camille range le sandwich dans la boîte à goûter Reine des Neiges de Léo. Il avait des problèmes avec Léo. L'enfant ne parlait pas, ne mangeait pas bien. J'étais là. Nous nous sommes soutenus mutuellement. Un soir, il m'a remercié pour tout ce que je faisais, et moi, elle s'interrompt, improvisant. Je lui ai dit que je le faisais parce que j'aimais Léo, et il a dit qu'il savait que je l'aimais aussi, lui. Le docteur écrit dans son dossier pendant un long moment. Camille sent une sueur froide dans son dos. « Vivez-vous ici ?» demande le docteur sans lever les yeux. « Pas officiellement », répond Camille, suivant le scénario répété. « Mais je passe beaucoup de nuits ici quand Léo a besoin de moi. » Le docteur finit par la regarder. « Partagez-vous la chambre de Monsieur Édouard ?» Camille hésite une demi-seconde. Parfois, pas toujours. Il voyage beaucoup pour le travail et j'ai mon propre appartement. Encore des mensonges, des couches et des couches de mensonges. Le docteur ferme son dossier. J'aimerais parler avec Léo maintenant. Seul. Est-il dans sa chambre? Camille acquiesce. Puis-je? Commence-t-elle, mais le docteur l'interrompt gentiment. Il est préférable que ce soit privé. Madame Dubois, protocole standard. Camille observe le docteur monter les escaliers d'un pas mesuré et professionnel. Monsieur Édouard apparaît depuis le bureau. Son visage tendu. « Comment ça se passe ?» murmure-t-il. Camille hausse les épaules. « Je ne sais pas. Elle ne révèle rien. » Monsieur Édouard s'approche, lui frotte les bras dans un geste réconfortant. « Léo ira bien. Il sait quoi dire. » Camille secoue la tête. « C'est ça le problème. Il ne devrait pas avoir à savoir quoi dire. Nous ne devrions pas entraîner un enfant de 7 ans à mentir aux autorités. » Monsieur Édouard ouvre la bouche pour répondre. Mais on entend un cri depuis le premier étage. Tous deux courent vers les escaliers. Ils trouvent Léo dans le couloir, pleurant hystérique, tandis que le docteur Béranger est agenouillé devant lui en essayant de le calmer. « Que s'est-il passé ?» Monsieur Édouard se précipite vers son fils. Le docteur se relève. «
Je lui ai posé des questions sur sa maman, s'il se souvenait d'elle, si elle lui manquait. Il a commencé à crier. Léo se jette dans les bras de Camille, enfouissant son visage dans son ventre, ses petits poings agrippant sa chemise. « Maman poule, ne pars pas !» sanglote-t-il. Camille le soulève automatiquement. L'enfant enroule ses jambes autour de sa taille. Elle lui frotte le dos, murmurant des mots rassurants en français pendant qu'elle le berce. Monsieur Édouard regarde le docteur avec une expression entre excuse et défi. Voilà ce qui arrive quand on aborde ce sujet. Le docteur observe la scène avec une expression indéchiffrable. Elle note encore quelque chose dans son dossier. « Je vois que l'attachement est très fort », dit-elle finalement. Camille sent une accusation implicite dans les mots. « Attachement ou amour ?» demande Monsieur Édouard, sa voix plus tranchante que d'habitude. Le docteur range son stylo. C'est précisément la question à laquelle je dois répondre dans mon évaluation. Elle regarde sa montre. Je crois que j'en ai vu assez pour aujourd'hui. Je présenterai mon rapport au juge Lemoine la semaine prochaine. Elle se dirige vers l'escalier, mais s'arrête. Une dernière question. Madame Dubois, si le juge vous ordonnait de vous éloigner de Léo pour son propre bien émotionnel, le feriez-vous? Camille sent Léo trembler contre sa poitrine. Elle regarde Monsieur Édouard, puis le docteur. Si c'était vraiment pour son bien? Oui, mais si on m'éloigne de lui, ce ne sera pas pour son bien, ce sera par bureaucratie et des personnes qui mesurent l'amour en documents légaux. Le docteur acquiesce lentement. Je comprends. Elle descend les escaliers sans se presser. Monsieur. Édouard l'accompagne à la porte. Camille reste dans le couloir du premier étage, tenant Léo jusqu'à ce que ses sanglots se transforment en respiration irrégulière. « Tout ira bien », lui murmure-t-elle. Même si elle n'est pas sûre de croire ses propres paroles, Léo lève son petit visage maculé de larmes. « Tu le jures ?» Camille lui nettoie les joues avec douceur. « Je jure que je me battrai. C'est tout ce que je peux jurer. » Et elle se rend compte que c'est la vérité, la plus honnête qu'elle ait, dite depuis des semaines. Dimanche 21h30, appartement de Camille, quartier du Marais, Paris. Camille ne s'attendait pas à ce que Monsieur Édouard débarque dans son appartement à 9h30 du soir. Encore moins avec une bouteille de vin rouge et une expression d'homme au bord du gouffre. « Olivier a retrouvé Théo », dit-il sans préambule quand elle ouvre la porte. Camille sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle fait entrer Monsieur Édouard dans le petit appartement 2 pièces qu'il n'a jamais vu, meubles anciens mais propres, murs nus, à l'exception d'une photo décolorée de Théo enfant. Monsieur Édouard s'assoit sur le canapé défraîchi sans demander la permission. Son avocat l'a contacté il y a 2 jours. Il lui a offert de l'argent pour témoigner contre toi lors de l'audience. Camille s'affale sur la chaise près de la fenêtre. Et il a accepté? Monsieur Édouard verse du vin rouge dans 2 verres de cuisine qu'il trouve sur l'étagère. Je ne sais pas, mon avocat a seulement pu confirmer qu'il y avait eu un contact. Il tente un verre à Camille. Elle le prend avec des mains tremblantes. Mon fils me hait suffisamment pour me détruire publiquement. Olivier le sait. Monsieur Édouard boit son vin d'une traite. Ou peut-être qu'il ne te hait pas autant que tu le crois. Camille secoue la tête. Tu ne l'as pas vu depuis 2 ans. Tu ne sais pas comment il me regarde quand je le croise dans la rue. Comme si j'étais un fantôme. Quelque chose qui devrait être mort, mais qui insiste pour le hanter. Monsieur Édouard se penche en avant, les coudes sur les genoux. Quand as-tu essayé de parler avec lui pour la dernière fois? Vraiment parler, pas seulement envoyer des messages? Camille boit son vin lentement. Le liquide brûle sa gorge. Il y a 6 mois. Je suis allé à son école. J'ai attendu dehors pendant 3 heures. Quand il est sorti, j'ai essayé de m'approcher. Il m'a vu et il a couru dans la direction opposée. Elle ferme les yeux contre le souvenir. Sa grand-mère est apparue 5 minutes après. Elle m'a menacé d'une ordonnance restrictive si je revenais à approcher. Monsieur Édouard jure à voix, jure à basse. Et tu as simplement abandonné? Camille ouvre les yeux avec une rage soudaine. As-tu abandonné quand ta femme est morte? Quand Léo a cessé de parler? Non, tu as cherché de l'aide. Tu as engagé des professionnels. Tu as fait ce que tu pouvais.
Mais tu avais des ressources. Je n'ai rien. Aucun avocat pour me défendre. Aucun thérapeute pour valider ma version. J'ai seulement une belle-mère puissante qui a convaincu un juge que je suis une mauvaise mère. Elle se lève brusquement, le verre tremblant dans sa main. Alors oui, j'ai abandonné, parce que continuer à me battre ne faisait que blesser davantage Théo. Monsieur Édouard se lève également. Mais maintenant, Blandine l'utilise comme une arme. Vas-tu abandonner encore une fois? Sophie lance le verre contre l'évier. Le verre se brise avec un son satisfaisant. Je n'ai pas le choix. Si Théo témoigne, nous perdons. Lucas va avec Blandine. J'irai en prison pour parjure. Fin de l'histoire. Monsieur Édouard s'approche, prend ses épaules avec fermeté. Alors nous devons parler avec Théo d'abord, lui expliquer la vérité. Sophie rit avec amertume. Quelle vérité? Que je fais semblant d'être ta fiancée pour gagner une bataille juridique? Que j'utilise ton fils comme une seconde chance pour la maternité que j'ai gâchée avec le mien? Ces vérités n'aident pas, Monsieur Édouard. Monsieur Édouard la secoue doucement. La vérité que tu es une mère qui a travaillé jusqu'à s'épuiser pour donner un toit à son fils. Que tu as perdu la garde parce que le système abandonne les femmes pauvres. Que tu portes une culpabilité que tu ne mérites pas. Sophie sent des larmes brûler. Il ne va pas me croire. Il a déjà pris sa décision sur qui je suis. Monsieur Édouard lâche ses épaules, mais maintient son regard fixé sur elle. Peut-être, mais au moins donne-lui la possibilité de t'écouter. Ne laisse pas Blandine être la seule voix qui définit ton histoire. Sophie essuie ses larmes avec colère. Et s'il accepte l'argent de Blandine et témoigne malgré tout? Monsieur Édouard garde le silence pendant un long moment. Quand il parle, sa voix sonne vaincue. Alors nous perdrons, mais au moins, nous aurons essayé. Sophie regarde la photo de Théo sur le mur. 4 ans, sourire sans dents de devant, serrant un dinosaure en peluche. « Je vais l'appeler, dit-elle finalement. Je ne sais pas s'il répondra, mais je vais essayer. » Monsieur Édouard acquiesce. Ramasse sa veste sur le dossier du canapé. « Je t'accompagne. » Sophie secoue la tête. « Non, je dois faire ça seule. » Monsieur Édouard hésite, puis s'approche et embrasse son front avec une tendresse qui fait mal. « J'attendrai ton appel, à n'importe quelle heure. » Il sort de l'appartement laissant Sophie dans le silence brisé seulement par le bourdonnement du vieux réfrigérateur. Sophie s'assoit sur le sol près de la photo de Théo, sort son téléphone avec des mains tremblantes. Le numéro de son fils est enregistré dans les favoris, même si elle ne l'a pas composé depuis des mois. Appuie sur le bouton d'appel avant que la peur ne l'arrête. Sonne 1 fois, 2 fois, 3, 4. Quand elle est sur le point de raccrocher, elle entend le clic de la connexion. « Allô ?» La voix de Théo est plus grave que dans son souvenir. Sophie sent l'air se bloquer dans sa gorge. « Théo, c'est moi, ta maman. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Jeudi, 14 juin. Tribunal de la famille. Paris, la salle d'audience est plus remplie que lors de la session préliminaire. Blandine est arrivée avec son équipe juridique complète. 3 avocats, 2 assistants, et une expression de victoire anticipée. Monsieur Édouard et Sophie sont assis à côté de Henri, qui a l'air plus inquiet que jamais. Le rapport du docteur Jeanne est arrivé hier. Environnement domestique stable, mais avec des dynamiques préoccupantes concernant les rôles et les limites. Ce n'est pas exactement condamnant, mais pas favorable non plus. Henri a expliqué que tout dépendra des témoignages d'aujourd'hui. Sophie a des nausées constantes depuis son réveil. Le juge Benoît entre et tout le monde se lève. Audience de garde, affaire Martin Duval contre Martin Lambert, annonce-t-il d'une voix formelle. Nous commencerons par le témoignage du mineur. Sophie se redresse brusquement. Henri lui avait dit que Lucas ne témoignerait pas directement. Le juge s'éclaircit la gorge. Le mineur a été interviewé par une thérapeute judiciaire. Nous reproduirons des extraits de la vidéo. L'écran sur le mur s'allume. Lucas apparaît assis sur une chaise, trop grande. Bougeant ses jambes, visiblement nerveux, une voix off avec un ton doux demande « Qui s'occupe de toi à la maison, Lucas ?» Lucas baisse les yeux, comme s'il avait honte. « Mon papa et Sophie.
Sophie est comme ta petite maman. Lucas acquiesce, lentement. Elle est comme ma petite maman. Ma deuxième petite maman est au ciel. La caméra zoome sur le visage de Lucas. On voit ses taches de rousseur. Aimes-tu que Sophie vive avec toi? Lucas acquiesce, avec plus d'emphase. Elle fait disparaître les cauchemars, et elle m'apprend à respirer. Quand j'ai peur, que se passerait-il si Sophie partait? La question fige Lucas. Ses yeux se remplissent de larmes, qui menacent de tomber. Je ne veux pas qu'elle parte. S'il vous plaît, ne la laissez pas partir. La vidéo s'arrête. Brusquement, Sophie a les mains serrées, en poing, sur ses genoux. Monsieur Édouard lui touche le bras. Discrètement, comme pour la réconforter, le juge Clément observe ses notes. Avec attention. Appelons le premier témoin. Blandine Martin-Lambert. Blandine s'approche de la barre, d'un pas assuré, comme si elle était la maîtresse du monde. Jure de dire la vérité, la main sur la Bible. Son avocat principal, un homme d'une quarantaine d'années, avec un costume cher et un sourire de requin, commence l'interrogatoire. Madame Martin-Lambert, quelle est votre relation avec Lucas? Je suis sa tante, la sœur de sa mère, que son âme repose en paix. Avez-vous maintenu un contact régulier avec l'enfant? Autant qu'Édouard me l'a permis. Visites mensuelles, appels hebdomadaires. Quelle est votre principale préoccupation concernant l'environnement actuel de l'enfant? Blandine regarde directement Sophie, avec mépris. Qu'une employée de maison, avec des antécédents de négligence maternelle. Remplace ma sœur. Maître Henri se lève, d'un coup, objection, langage préjudiciable. Le juge acquiesce. Accepté. Reformulé, maître. L'avocat de Blandine continue. Avez-vous des preuves que la relation entre Monsieur Martin et Mademoiselle Lambert a commencé alors qu'elle était employée? Blandine sort des documents de son porte-documents. Registre de paie montre que Sophie Lambert est employée de mon beau-frère depuis 2022. Leurs soi-disant fiançailles ont commencé en 2024. 3 ans de relation, employeur-employé, avant de soudainement devenir fiancés. Maître Henri se lève. Nouvellement, objection, spéculation. Le juge réfléchit un moment. Rejeté, c'est une preuve circonstancielle, pertinente. Blandine continue, d'un ton accusateur, plus préoccupant encore. J'ai le témoignage de quelqu'un qui connaît personnellement la capacité de Mademoiselle Castellanos en tant que mère. Le cœur de Marianne semble s'arrêter. Béatrice fait un geste vers la porte, avec un rictus. J'aimerais appeler Raphaël Castellanos. À la barre. La porte s'ouvre. Lentement, Marianne se retourne, comme dans un rêve. Raphaël entre dans la salle. Un jeune homme de 15 ans, presque aussi grand que Monsieur Édouard, les cheveux sombres, en bataille, un jean usé et un t-shirt d'un groupe de rock. Il marche vers la barre, sans regarder Marianne. Elle sent le monde, se fragmenter en morceaux. Monsieur Édouard lui serre la main, fortement, sous la table. Raphaël jure de dire la vérité. Sa voix tremble, légèrement. L'avocat de Béatrice s'approche, avec un sourire de prédateur. Raphaël, depuis combien de temps n'avez-vous pas vu votre mère? Raphaël finit par regarder vers l'endroit où se trouve Marianne. Ses yeux sont les mêmes que ceux dont elle se souvient, marrons, avec des petites taches dorées. 2 ans, depuis que le juge a donné ma garde à ma grand-mère. Et pourquoi croyez-vous avoir perdu sa garde? Raphaël se tait pendant 5 secondes, qui semblent une éternité, parce qu'elle travaillait beaucoup, et moi, je me suis blessé. Vous êtes-vous blessé par négligence de sa part? Raphaël regarde ses mains, nerveusement. Je ne sais pas. Marianne sent des larmes. Couler, mais elle ne peut pas bouger. Elle est pétrifiée. L'avocat insiste, avec acharnement. Pensez-vous que votre mère est capable de s'occuper correctement d'un enfant? Raphaël lève les yeux vers Marianne. Il la regarde, longuement. Marianne voit quelque chose, se briser dans son expression. « Je ne veux pas être ici », dit Raphaël.
Soudain, d'une voix tremblante, l'avocat fronce les sourcils. Agacé, je comprends que c'est difficile, mais... Raphaël l'interrompt, sa voix plus forte. Maintenant, non, vous ne comprenez pas. On m'a offert de l'argent pour dire que ma mère est une mauvaise personne, qu'elle m'a abandonné, qu'elle ne devrait pas s'occuper d'enfants. Le juge se penche en avant, surpris. Qui vous a offert de l'argent? Raphaël désigne Béatrice, sans hésiter. Elle, son avocat, 5 000 €. Pour témoigner contre ma mère. La salle explose en murmures de stupéfaction et d'indignation. Le juge frappe le marteau avec force. Silence, silence. Béatrice se lève, brusquement, furieuse. C'est un mensonge. Il ment. Raphaël descend de la barre et marche directement vers Marianne. Elle se lève, avec des jambes tremblantes, comme de la gelée. Raphaël s'arrête, à 1 mètre de distance. « Je t'ai détesté », dit-il, sa voix se brisant, d'émotion. « Je t'ai détesté de ne pas être là quand j'avais besoin de toi. Mais grand-mère m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies, que tu m'avais abandonné parce que tu ne m'aimais pas, que tu préférais travailler, que t'occuper de moi. » Des larmes coulent sur son visage d'adolescent, révélant sa vulnérabilité. « Mais j'ai trouvé les lettres, celles que tu m'as écrites, pendant tous ces mois. Grand-mère les cachait. Je les ai toutes lues. Marianne ne peut plus respirer. Elle est en état de choc. Tu les as lues? Raphaël hoche la tête. Toutes, chaque anniversaire, chaque Noël, chaque rentrée scolaire. Tu n'as jamais cessé d'écrire. Il s'approche, encore plus près d'elle, implorant son pardon. Je suis désolé, maman. Je suis désolé d'avoir cru ces mensonges. Marianne le serre dans ses bras, avec une force qui vient de 2 ans d'absence, une étreinte désespérée. Raphaël se cramponne à elle, sanglotant contre son épaule, comme quand il était enfant. Le juge tolère ce moment, faisant preuve de compréhension. Quand ils finissent par se séparer, Raphaël essuie son visage, avec la manche de son t-shirt. « Ma maman ne m'a jamais abandonné. Elle cumulait 3 emplois pour que nous puissions manger. Si elle était fatiguée, si elle ne pouvait pas être là, chaque minute, c'est parce que le monde ne lui a pas laissé le choix. » Le juge Dubois observe la scène avec une expression impénétrable, sans dévoiler ses intentions. Madame Montero Silva, avez-vous quelque chose à dire concernant ces accusations? Béatrice est pâle, défaite, presque sans voix. Le garçon est de toute évidence manipulé par... Raphaël l'interrompt, avec fermeté. J'ai des enregistrements de son avocat me proposant de l'argent. C'est sur mon portable. Il sort un téléphone portable de sa poche. Et le temps au juge. Maître Henry se lève. Rapidement, pour défendre sa cliente, nous demandons un examen immédiat de cette preuve, votre honneur. Le juge prend le téléphone avec gravité. Suspension d'audience de 30 minutes, pendant que j'examine ceci. Pendant la suspension, Marianne et Raphaël s'assoient dans le couloir, à l'extérieur de la salle. Monsieur Édouard leur laisse de l'espace, restant avec Maître Henry. Marianne prend les mains de son fils, entre les siennes, avec tendresse. Tu n'étais pas obligé de faire ça, de prendre un tel risque. Raphaël secoue la tête, en signe de dénégation. Si, je ne pouvais pas laisser faire ce qu'on t'a fait. T'enlever quelqu'un que tu aimes, en utilisant des mensonges. Marianne lui caresse les cheveux, comme elle le faisait quand il était petit, avec tendresse. Comment as-tu trouvé les lettres? Raphaël sourit tristement, avec résignation. Grand-mère est tombée malade le mois dernier. J'ai dû chercher des documents médicaux dans sa chambre. Je les ai trouvés cachés, dans une boîte, sous son lit. Des centaines de lettres, toutes non ouvertes. Marianne ressent de la colère et du soulagement se mêler dans une explosion d'émotions. Elle sait que tu les as trouvées? Raphaël nie, de la tête. Je les ai prises. Sans qu'elle s'en aperçoive, je les ai toutes lues, en 3 nuits. J'ai tellement pleuré.
Il serre les mains de Marianne avec force. J'ai compris que l'histoire qu'on m'avait racontée n'était pas complète, qu'il y avait une autre version. Ta version. Marianne le serre à nouveau dans ses bras, avec un amour immense. Tu m'as manqué chaque jour, chaque seconde. Raphaël se cramponne à elle. Toi aussi. Même si je ne le savais pas, tu me manquais. Ils restent ainsi jusqu'à ce que la secrétaire du tribunal les rappelle. Le juge Dubois a une expression sévère, quand tout le monde reprend sa place. J'ai examiné l'enregistrement audio sur le téléphone du jeune Castellanos. Il y a une preuve claire de tentative de subornation de témoins. C'est un délit pénal. Il regarde Béatrice. Madame Montero Silva, je devrais transmettre cette affaire au procureur. Béatrice est pâle comme un linge. Son avocat tente d'intervenir, mais le juge l'arrête d'un geste de la main. En ce qui concerne la garde de Théo Montero, j'ai examiné tous les rapports, témoignages et preuves. La relation entre M. Montero et Mademoiselle Castellanos, indépendamment de la façon dont elle a commencé, profite clairement aux mineurs. Marianne sent M. Édouard lui serrer la main. Le juge poursuit. Cependant, j'ai des inquiétudes quant à la stabilité à long terme. Par conséquent, j'ordonne ce qui suit. La garde reste confiée à M. Édouard Montero. Thérapie familiale. Obligatoire. Incluant Camille Dubois. Pendant 6 mois. Réévaluation à la fin de cette période. Le marteau frappe. Affaire classée. Béatrice quitte la salle rapidement, suivie de près par ses avocats, visiblement mal à l'aise. Monsieur Édouard enlace Camille. « Nous avons gagné », murmure-t-il contre ses cheveux. Mais Camille regarde Raphaël, qui observe la scène avec une expression mêlée de soulagement et de tristesse. Ce soir-là, Camille prépare le dîner au manoir Montero, pour la première fois en tant que quelque chose de plus qu'une employée. Lucas aide à mettre la table. Raphaël est assis sur l'îlot de la cuisine, racontant à Monsieur Édouard ce qu'il s'est passé à l'école. C'est une scène domestique étrange et fragile, rapiécée avec des cicatrices visibles. Lorsqu'il s'assoit pour manger, Lucas insiste pour s'asseoir entre Camille et Raphaël. « Est-ce que c'est mon frère maintenant ?» demande le garçon. Raphaël regarde Camille, cherchant son approbation. Elle acquiesce. « Quelque chose comme ça », répond Raphaël. Lucas sourit. Ce sourire tordu qui vient maintenant plus facilement. Après le dîner, pendant que Camille fait la vaisselle, Monsieur Édouard s'approche. « Alors, c'est réel maintenant ?» demande-t-il doucement. Camille se tourne vers lui. « Quelle partie ?» Monsieur Édouard touche son visage avec tendresse. « La partie où nous cessons de prétendre que c'est une stratégie légale ?» Camille rit faiblement. « Je ne sais pas. Tu veux que ce soit réel ?» Monsieur Édouard l'embrasse en réponse. C'est un baiser différent du premier, moins désespéré, plus prometteur, quand ils se séparent. Camille voit Lucas et Raphaël les observer depuis le couloir. Les 2 garçons, l'un qui est le sien par le sang, l'autre qui est le sien par choix, sourit avec complicité. « Vous saviez que ça allait arriver ?» demande Camille. Raphaël hausse les épaules. « Maman poule. Tout le monde le savait sauf vous. » Lucas acquiesce solennellement. « Papa te regarde comme il regardait maman. » Camille sent de nouvelles larmes. Mais celles-ci sont différentes. Monsieur Édouard entoure sa taille d'un bras. Apparemment, nous étions les derniers à le savoir. Camille se penche contre lui, observant ses 2 fils, parce que maintenant ils sont 2, se diriger vers le salon pour se battre pour la télécommande. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmure-t-elle. Monsieur Édouard embrasse sa tempe. « Nous vivons, sans mensonge, sans prétendre, juste, nous vivons. » Et Camille se rend compte que c'est exactement ce qu'elle a cherché tout ce temps. Pas une seconde chance perfectionnée, mais une vie réelle avec toutes ses cicatrices visibles. Une famille rapiécée avec un amour imparfait mais authentique. Elle se permet, pour la première fois depuis des années, de croire qu'elle mérite peut-être ça, que la maternité ne se mesure pas en garde légale ou en lien sanguin, mais en présence constante et en amour inconditionnel. Dehors, Paris brille de millions de lumières. Dedans, dans ce manoir qui ne se sent plus vide,
4 personnes brisées commencent le lent processus de devenir une famille. Si cette histoire de seconde chance, de maternité authentique et de famille que l'on choisit vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications. Votre soutien rend possible de nouveaux récits qui explorent ce que signifie vraiment aimer sans limite de sang ou de documents légaux.